Apprendre de l'expérience Covid-19 et capitaliser sur l'humain en tant qu'entreprise, c'est le credo que défend Vincent Musolino, qui est coach, formateur d'adultes et fondateur de l'entreprise Coapta, qui est basée à Corgémont et qui accompagne entre autres les entreprises dans leur développement organisationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, au fond, tout au cours de cette année de pandémie et surtout comment se réinventer en tant qu'entreprise? Nous en parlons dans ce talk. Madame, Monsieur, bienvenue et bienvenue à vous, Vincent Musolino. Alors, on le sait, hein, l'économie, les entreprises ont vécu des situations très difficiles, des bouleversements au cours de cette année. Vous, cette Covid-19 et ses conséquences, personnellement, ça vous a énormément remis en question ou ça vous a plutôt conforté dans des convictions que vous aviez déjà? Alors les deux, ce qui est intéressant, c'est que je suis moi-même entrepreneur. Alors j'ai une toute petite entreprise, donc ça m'a remis en question en tant qu'entrepreneur, mais ça m'a conforté dans les principes que j'essaye d'appliquer tous les jours avec mes clients, basés, comme vous l'avez dit, sur la capitalisation de l'humain dans toute sa splendeur, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui vous a le plus aidé, en fait, pour réunir, on va dire, ce que vous aviez comme conviction et votre remise en question? C'est votre passion pour la musique, celle pour les jeux vidéo ou plutôt l'application du stoïcisme dont vous êtes adepte? Non, honnêtement, le stoïcisme, c'est une grande aide parce que ça m'aide à me focaliser sur ce que je peux contrôler, ce que je peux faire. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, aussi dans des clubs d'entrepreneurs ces derniers temps, qui ont beaucoup de difficultés en fait à ne pas se focaliser sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Ah, le Covid, ah, le masque, mes clients n'achètent plus. Oui, certes, mais il n'y a que la décision d'achat qui appartient aux clients, mais tout le reste, ça nous appartient à nous en tant qu'entrepreneurs. Donc, si je mets en place des actions, si je me démène pour trouver des nouvelles choses, ça va finir par fonctionner. Donc, ce stoïcisme m'aide en fait à me focaliser sur ce que je contrôle, ce que je peux influencer, plutôt que ce sur quoi je n'ai aucun contrôle, aucune prise. À la fois, c'est du lâcher prise et se dire je me suffis à moi-même, au fond, le stoïcisme, si je résume. Alors, je ne suis pas philosophe non plus, hein, mais c'est vrai que c'est une philosophie que j'aime parce qu'elle m'aide à... Moi, j'adore les théories. Moi, je suis physicien de formation, donc j'aime bien être dans les nuages. Mais le stoïcisme m'aide à garder une focalisation sur le concret et sur ce que je peux vraiment concrètement faire pour moi en tant qu'entrepreneur et évidemment aussi pour mes clients. Alors justement, vous dites capitaliser sur l'humain. Déjà, associer le mot capital et humain, est-ce que ce n'est pas antinomique ? Alors, c'est une excellente question. J'adore les mots et pour moi, le mot capital, c'est pas seulement das capital, mais c'est aussi le fait de pouvoir compter sur, capitaliser sur. Capital, si j'ai fait deux mots de latin, c'est la tête. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire confiance dans les capacités des gens. Et donc, pour moi, capitaliser sur l'humain, ça veut dire ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont fait dans cette période de Covid. Et certains même à l'issue de leur plein gré, comme disait un cycliste célèbre, parce qu'ils sont aperçus que plus c'était incertain, moins le pouvoir pouvait être centralisé, moins les décisions pouvaient être centralisées. Et donc ils se sont dit, je suis obligé de lâcher de l'autonomie à mes collaborateurs. Et ils sont aperçus que ça fonctionnait. On a même, au cours de l'étude que vous avez mentionnée, eu des patrons qui nous ont dit, mais ça marche vraiment ce truc de la confiance? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu un rêve? Et je crois qu'ils ont découvert simplement le pouvoir que les gens ont de prendre de bonnes décisions, d'être dynamiques, autonomes, etc. Alors justement, on va juste revenir sur cette étude que vous avez menée. C'est une étude auprès de 13 entreprises au niveau international. Vous avez cherché à comprendre comment en fait les organisations, les entreprises avaient réagi et quelles ont été les principales conclusions de cette étude pour vous? Alors, des conclusions, il y en a eu trois ou quatre. Pour moi, celle que je retiens le plus, c'est que la crise liée à la pandémie a été un révélateur de deux choses. De la flexibilité de certaines entreprises à réagir à des contraintes externes. Et puis la deuxième, c'est un révélateur de caractère, de personnes, avec, comme on l'a dit avant, des patrons qui ont su réagir de manière positive et dynamique et créatrice, et innovante, et des patrons qui n'ont pas réussi à le faire.
Et les entreprises, c'est pareil en fait. Des entreprises typiquement très hiérarchiques, avec un pouvoir très centralisé, ont moins bien pu réagir que les entreprises où finalement le pouvoir est descendu dans les strates et les gens ont pu prendre des décisions au plus proche de leurs besoins quotidiens. Vous évoquiez le mot de confiance, c'est un mot qui est très important parce que c'est là où s'est joué bon nombre de choses puisque ces fameux patrons d'entreprise ont dû faire confiance aux employés qui étaient à la maison et qui jouissaient, on va dire, d'un non-contrôle, quoi. Exactement. Oui, et d'ailleurs, des entreprises ont eu de la peine à lâcher prise à ce niveau-là. Et donc, on s'est retrouvé avec des managers intermédiaires qui, d'habitude, parce qu'ils flottent dans l'espace ouvert où ils travaillent, on entend ce qui se passe. Donc, c'est quelque part facile de savoir ce qu'il s'y passe dans mon open space. Ils se retrouvent à la maison tout seuls. Et donc, on a des managers qui ont dû s'inventer un système de management du jour au lendemain, puisqu'ils n'avaient plus les gens en visu. Et ça a été très difficile. Et il y en a qui sont tombés dans le micromanagement, qui sont tombés dans le contrôle à outrance. Parce qu'ils avaient tellement peur que les gens ne fassent pas de travail. Et le problème, c'est quand vous faites ça aux gens, ils perdent leur autonomie. Il y a une espèce de réflexe, un peu de Pavlov, hein, où tu me contrôles, du coup, je lâche prise. Et ça, beaucoup d'employés l'ont dit. On a adoré cette confiance que nous ont fait nos managers qui ont su nous faire confiance et on en veut encore, on en redemande du télétravail, de la confiance, de l'autonomie. Alors même si le télétravail n'est pas la panacée pour tout le monde, on le sait, toutes les entreprises peuvent pas faire cela, surtout dans notre région. Mais vous, en tant que coach, justement, accompagnateur d'entreprises et de leaders et de management, comment on réussit à s'adapter au fond à toutes les réalités différentes? Est-ce qu'on a des kits qu'on amène et qu'on dépose sur la table des personnes? Le kit principal pour moi, c'est la conversation. Pas dans le sens habituel ou du café du commerce, mais vraiment la conversation avec une bonne écoute entre personnes. Et ça, pour moi, c'est le meilleur outil de management parce qu'il permet d'établir la confiance, parce que je connais les personnes avec qui je travaille, parce que je sais comment je peux compter sur eux, dans quel cas. Donc, c'est l'outil principal de la communication entre un manager et son équipe, ou même entre managers ou entre équipes. C'est vraiment cet outil-là que j'essaye de déployer, d'aider les gens à découvrir, parce que la parole, on l'a tous, évidemment, mais voilà, pour des questions d'éducation, de milieu, on n'a pas tous les mêmes outils exactement. Et il y a des choses qui marchent, il y a des choses dont on sait qu'elles fonctionnent bien, et c'est ça que j'essaie de faire avec les personnes avec qui je travaille. Alors justement, à quel moment une entreprise ou un patron d'entreprise qui, normalement, il fait preuve d'initiative. En tant que patron d'entreprise, il a un esprit entrepreneurial. À quel moment, en fait, doit-il se dire « Non, mais là, j'ai besoin de me faire coacher, il faut que je me fasse accompagner dans mes réflexions ». Alors, si j'avais cette réponse, j'aurais certainement plus de clients encore, mais non, c'est un des problèmes principaux, c'est la remise en question. Et qui est difficile. D'ailleurs, dans un des épisodes de mon podcast, je dis la confiance, un dangereux mirage, parce que la confiance peut nous empêcher de voir ce dont nous avons besoin. J'ai confiance en moi, je suis patron. Ça veut dire que j'ai réussi. Ça veut dire que, quelque part, l'économie, la société a validé ce que je sais faire, et donc je continue sur ce chemin pour les 15 ou 20 prochaines années. Sauf qu'il y a un moment donné où je dois aussi me dire, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je gère mon équipe? J'ai commencé peut-être avec une équipe de 3 personnes, on est 30 aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir le même fonctionnement ou pas? Et donc, il doit y avoir une sollicitation externe qui vient dire, mais je t'interroge, je t'interpelle pour te remettre en question, pas pour te dire comment faire, puisqu'un coach ne dit jamais à ses clients ce qu'il doit faire, mais pour te questionner, te provoquer presque à la réflexion. On l'entend, Vincent Musolino, il y a beaucoup de matière là derrière. On invite nos téléspectateurs à aller sur notre site où ils retrouveront le lien vers vos podcasts, vers cette étude aussi que vous avez menée. Merci beaucoup de nous avoir ouvert un tout petit peu une fenêtre sur ce monde du coaching. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mercredi prochain sur Télébilingue.